Hippolyte, quelle est ta citation préférée? On commence par ça. Je sais pas si j'ai une citation préférée, mais je suis allé voir récemment le Dindon de Fédo au Lucernaire. Ouais. Et il y a eu cette réplique les maris des femmes qu'on aime sont tous des imbéciles. Et je trouvais ça rigolo. Donc, Les maris des femmes qu'on aime sont tous des imbéciles. Voilà, je trouvais ça rigolo comme citation. Je pense que c'est ma J'aime préférée. bien, comme début de vidéo, pourquoi pas, c'est original. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des lettres et de la philosophie dans cette vidéo. On va vous donner des méthodes, des conseils, des astuces et puis plein de pistes d'organisation, surtout avec Hippolyte. Hippolyte, tu es en M1 à HEC, même promo que moi. Est-ce que tu peux présenter ton parcours en quelques mots? En quelques mots, moi je me suis fait virer de mon collège parce que j'étais trop nul en mathématiques. Ouais. Je suis allé faire une première et une terminale L dans le 15e à l'ENC. Ouais. J'ai fait une première prépa D1 entre Assas et Blomé. Et ensuite, j'ai fait une deuxième prépa Hippocagne-Cagne à Danielou. Ok. Et là, tu as eu les écoles de commerce. J'ai eu les écoles de commerce. J'ai raté Normal Sup à l'oral, Ok. malheureusement. Mais voilà, écoute, je suis très content. Pourquoi tu as choisi la prépa? Pourquoi j'ai choisi la prépa? Je sais pas, pour moi c'était une évidence. On m'en a parlé très tôt. Je me suis dit que c'était un moyen de se dépasser, d'apprendre vraiment des choses. En fait, j'étais très insatisfait au lycée. Je me disais que ça allait pas suffisamment loin, Ouais. peut-être pas suffisamment vite. Donc pour moi, ça a été vraiment un équilibre. Envie de challenge, Vraiment. d'approfondir. Ouais, tout à Ok. Et ça s'est bien passé? La prépa à Dan, c'était comment? La prépa à Dan, c'était vraiment sympa. En fait, ça a à la fois les avantages et les inconvénients d'une prépa en dehors de Paris. Donc vraiment, c'est dans le bois de Rueil-Malmaison. Et l'idée, c'est que tu es en internat externé. Donc tu travailles à la prépa toute la journée. Et le soir, tu rentres chez l'habitant en fait, pour dormir. Et donc, une fois qu'on est dans Danielou, il y a vraiment un côté famille, un côté cocon qui se crée, qui est très agréable. Le fait d'être en dehors de Paris, ça prive de toutes les tentations. Ça, c'est l'aspect positif. Mais bon, voilà, parfois Paris manque un peu, quoi. Ok, je comprends. Avant de passer au sujet d'aujourd'hui, qui est les lettres et la philosophie, on va vous présenter le projet des fiches parfaites en lettres et philo sur lequel on a travaillé. Je vais introduire un peu le sujet. Ça fait 3 mois qu'on a commencé le projet. J'ai cherché plusieurs rédacteurs, donc il y a toi. Il y a Tara, Maëlys qui ont travaillé sur le projet. Alors en fait, c'est quoi ces fiches? C'est un ensemble de paragraphes, plus d'une 60aine de paragraphes, qui prennent un auteur de philo ou de lettres et un paragraphe rédigé pour vous aider à comprendre l'argument de cet auteur et à l'utiliser ensuite en dissertation, etc. Toi, sur quoi tu as travaillé comme sujet, comme thème ou Moi, j'ai essayé de rester sur des auteurs particulièrement classiques, vraiment sur les fondamentaux. Donc ça va être des auteurs antiques, ça va être des auteurs un peu plus modernes, mais pas des contemporains. L'idée, c'est vraiment d'avoir la structure de base pour aborder ce thème donc, du monde qui est extrêmement vaste, extrêmement varié. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller le chercher autant dans ce qui peut être comme objet, à savoir qu'est-ce que c'est que l'objet monde, que surtout sur les représentations qu'on s'en fait. Ouais. Et donc moi, mon projet, ça a été vraiment d'être éclectique dans les références sans aller taper dans les coins. Ok, voilà. C'est intéressant, c'est une belle manière de résumer. Ok, et juste pour informer les étudiants, tu as vu quelle note à peu près au concours, toi, en lettres ou à l'oral? À l'oral, j'ai eu 17 à l'ESCP, j'ai eu 20 à HEC. Ok, wow. Donc ça s'est vraiment bien passé. Je me souviens très bien de cet oral, c'était vraiment un moment en fait très agréable. Je pense qu'on y reviendra, mais pour moi c'est l'une des clés en fait de la réussite, c'est de transformer un oral en une conversation savante, un truc un peu dans ce goût-là, type salon 18e, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est quel est le statut de tel ou tel auteur, de telle ou telle pensée. Et une fois qu'on en est là, le jury en fait discute vraiment avec vous et on n'est plus dans un rapport de notation, on cherche les erreurs, etc. La question-réponse. Exactement. Et donc ça, c'était très très agréable et j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, les concours en règle générale se sont plutôt bien passés. Sinon, en tant que littéraire, je ne serais pas là parce qu'ils en prennent vraiment pas beaucoup. Ouais. Voilà. Il y a combien à HEC de filières littéraires? Il y a 5 AL. Donc, si peu. C'est très très peu. Et pour les BL, on est autour d'une douzaine, grosso modo. Ce qui fait, en général, on est entre 20 et 25 chaque année. Ah ouais, ok. Wow, je savais pas que c'était si peu. Ok. Donc on ait les mêmes notes dans les matières littéraires que vous en scientifique, quasi.
En scientifique? Ouais. En éco? Enfin, ouais, scientifique. Tout ce qui a à voir avec les maths, pour moi, est scientifique. Voilà, c'est tout. D'accord, nickel. On va passer aux sujets qui sont qui sont les lettres et philo. Comment et à quel point on peut progresser en lettres et philo en 1 an, en 2 ans de prépa? C'est une matière, il me semble, où il y a quand même beaucoup d'étudiants qui se disent un peu dépassés, notamment parce qu'ils n'ont pas la culture à l'origine qui peut les aider. À quel point on peut progresser si on s'y met? Tout d'abord, je voudrais vraiment dire qu'il n'y a pas de gens cultivés, il n'y a que des gens qui se cultivent. C'est-à-dire que c'est un processus. Moi, je sais que par exemple, à l'oral d'HEC, mais même chose aux oraux de Normal Sup pour ceux qui sont bien passés, les références que j'ai pu convoquer, c'était vraiment le livre que j'avais lu la veille ou l'avant-veille, ou celui vraiment ce que j'avais étudié dans la semaine. Ouais. Donc, c'est pas tant une somme de connaissances qu'une forme de, j'allais dire, d'intelligence au sens de vraiment faire des liens entre tout ce qu'on apprend. Je crois que la culture générale, c'est avant tout décloisonner. Donc, ça va être décloisonner les loisirs et les études, ça va être décloisonner les différentes matières. Afin d'avoir une présentation, si tu veux, de la connaissance qui soit simplement structurée, ordonnée, rigoureuse. Ça, c'est sur quoi on est noté. Mais sur le fond, en fait, on peut faire beaucoup avec ce qu'on a déjà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du niveau attendu au concours, le format des épreuves? Il est peut-être un peu différent entre les filières littéraires et éco. Alors, le format des épreuves sur la partie orale, par exemple sur l'oral de culture générale, c'est le même que vous. On a simplement un petit oral d'anglais qui va... Enfin non, on a le même oral d'anglais que vous, le même oral d'allemand que vous, enfin donc de LV1 et LV2. On va avoir un oral de mathématiques adapté, parce que sinon il n'y aurait personne. Et on n'a pas économie, mais à la place, on a une spécialité. Donc pour moi, ça a été géographie. Donc ça, c'est pour la forme. Donc grosso modo, les oraux sont les mêmes. Et sur les matières écrites, pour le coup, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir. Sauf sur le fond, à savoir que voilà, tu travailles histoire, géo, lettres, philo. C'est le cœur du sujet en culture générale. Donc, là-dessus, on se rejoint beaucoup. Sur le niveau attendu, c'est le plus haut possible toujours. Et surtout en lettres et philo, du coup, pour le niveau... Alors, en lettres, pour rentrer à HEC, de toute façon, le niveau il est extrêmement élevé. Parce que c'est un coef qui est parmi les plus importants. Il faut avoir des très grosses notes. C'est vraiment la condition sine qua non. Après, dans l'absolu, le niveau, il faut qu'il soit le plus élevé possible. C'est-à-dire que, théoriquement, j'imagine qu'il varie un peu chaque année, mais parce qu'on est noté toujours en rapport avec les autres, surtout en culture générale. Il m'est arrivé un truc rigolo. C'est qu'en sortant de l'oral de culture générale, j'ai discuté avec un élève qui était tombé sur le même sujet en même temps que moi. En gros, on passe en même temps par série de... En fait, il y a 2 jurys qui ont les mêmes sujets et qui, en fait, font passer 2 élèves qui ne peuvent pas se croiser parce que lorsqu'il y en a un qui passe, l'autre est en préparation, ce qui leur permet de comparer. Mais donc, je me suis retrouvé en sortant de l'oral à discuter avec le type qui était dans la salle d'à côté et qui avait eu le même sujet. Et il m'a donné son plan. Et il m'a dit, moi voilà, j'ai fait ça. Et alors, le plan, c'était... Alors, le sujet, en l'occurrence, c'était art et pouvoir. Et il m'a dit, l'art comme ceci, entendu au sens 2, pouvoir entendu au sens 2, art et pouvoir entendu au sens 2. Grosso modo, c'était ça son 1, 2, 3, son sujet. J'étais un peu circonspect. Je pense que c'était pas incroyable comme plan. De fait, il n'est pas HEC cette année. Donc voilà. Mais simplement, c'était hyper intéressant comme conversation parce que le type m'a vraiment... j'ai vraiment pu comparer. Et ça me prouve définitivement que la méthode, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est de la méthode et de la méthode. Plus que les connaissances, plus que la variété des connaissances. Plus que les connaissances, ne serait-ce que parce que on commence avec donc une accroche, c'est une anecdote, on en a tous. Ensuite, tu vas avoir ton introduction. À la fin de ton introduction, annonce de plan, je peux déjà te dire si tu as plus ou moins de 15. Donc en fait, les connaissances, elles arrivent ensuite pour savoir si tu vas avoir en gros un tout petit peu moins de 15 ou les quelques points au-dessus qui, dans l'imaginaire collectif, demandent beaucoup de travail, et c'est vrai, mais en fait, ce ne sont pas forcément ceux qui rapportent le plus en termes d'heures de travail. Comment tu t'organises en termes de volume horaire dans une semaine? Toi, tu étais en filière littéraire, mais par exemple pour des prépas éco, quand tu as les maths à faire, quand tu as l'économie à côté, combien de temps tu y consacres
est-ce que ça vaut le coup de travailler en première année aussi? Parce que pour le coup, dans nos filières, c'est assez courant de laisser de côté la culture G en première année. T'en penses quoi, toi? À titre personnel, ce que je veux dire déjà, c'est que dans les filières littéraires, on a beaucoup plus de matière que vous. Donc on a plus de matière, ce qui veut dire que notre temps est encore plus comprimé. Ouais, c'est vrai. Je dirais qu'il faut que ce soit quelque chose d'un peu plus organique. Il ne faut pas se dire que je vais le travailler dans des séances de travail. Ça, pour le coup, je pense que ça marche assez mal. D'ailleurs, j'ai un ami dans ma prépa qui était très très fort, le major de tout ce que tu veux, très très fort. Et je pense que l'une des erreurs, puisque il n'est pas rentré à HEC pour ça, l'une des erreurs qu'il a faites, je crois, c'est qu'il a fiché un manuel de culture générale et il s'était dit que c'était géré et que du coup c'était bon. Et c'est sur cette matière précisément que ça a pêché, parce que ça ne se travaille pas comme les autres matières. Je pense que la culture générale, c'est sur son temps libre et c'est juste une façon de s'approprier son temps libre. Aller au théâtre, regarder un film, regarder une belle série, aller à un concert, écouter un opéra, je sais pas, tout ce que tu veux, toutes ces choses-là, pour moi, c'est pas dans le temps de travail. Parce que déjà, psychologiquement, sinon tu vas dire, oh là, il faut que je bosse la CG, donc dans ta tête, ça va être, il faut que je bosse, donc ça va être très dur. Il faut que ce soit sur ton temps libre, sur le week-end, la semaine, tu bouquines. Moi, je sais qu'il y a plein de façons en fait, de se l'approprier. Moi, je sais que je m'endormais en écoutant Moby Dick de Melville, en audiobook. Parce que voilà, ça me permettait de rêver un peu avant de dormir. Il y a plein de façons de rendre les choses hyper agréables. Donc je pense que ça ne demande pas à être travaillé sur la partie connaissance. Sur la partie méthode, pour le coup, ce qui est important, c'est de s'entraîner assez régulièrement à faire des plans. Donc ça se fait aussi bien en économie que dans les autres matières. Faire des plans, problématiser. Ok. Donc une partie méthodique, travailler sur les plans, et une partie qui est, pour travailler la culture générale, il ne faut pas la travailler, tu dirais il faut plus la vivre, l'utiliser sur l'expérimenter sur son temps libre. C'est ça. Donc ça, c'est sur la partie plutôt première année. Après, il y a évidemment une partie... En lettres, on l'a un peu moins, mais une partie où il faut apprendre les références philosophiques, etc., qui charpentent vraiment le travail. Mais ça, je veux dire, il faut pas en faire tout un plat. C'est apprendre un cours. Quand on a ta fiche, c'est quand même tout de suite beaucoup plus simple. Tu prends la fiche, tu la prends. Bon, ensuite, ça, c'est réglé, quasi. Ouais. Donc, puis c'est l'entraînement, la méthode. Exactement, sur l'utilisation. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en avant, donc vraiment sur tes conseils. Cette idée de j'ai un argument et je vais présenter la pensée de l'auteur pour servir l'argument. Ouais. Voilà. Exactement. Je vais te demander par où commencer si on veut s'améliorer en culture générale. Très compliqué. Moi, en général, quand on me pose la question, je dis commence par lire La République de Platon parce que c'est un livre intéressant, ça t'amène sur plein de références, plein d'idées différentes. Mais toi, tu dirais quoi? Est-ce qu'il y a même un livre particulier à recommander ou est-ce que c'est vraiment suivre ses passions Moi, je dirais que j'ai deux ouvrages qui me viennent en tête et qui ne sont pas des ouvrages... En fait, si vous voulez, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit lourd. Il faut que ce soit quelque chose de rafraîchissant, dépaysant. Pour ça, moi, j'ai deux textes qui me viennent en tête. Le premier, c'est L'argent de Charles Péguy. Parce que c'est un texte qui est à la fois historique, philosophique, poétique, politique. On se renvoie la balle, on ne sait pas s'il est trop écrivain, penseur politique. Aujourd'hui, il est adoubé à la fois par la droite, par la gauche. C'est une figure tutélaire, en fait, Charles Péguy. Donc je pense que c'est une remarquable porte d'entrée. C'est le fameux texte sur les professeurs, donc les hussards noirs de la République, etc., que je trouve vraiment bien. Ça fait voyager, c'est très agréable. Et l'autre, ce serait Histoire de peinture de Daniel Arras. Pourquoi? En fait, c'est une compilation d'émissions qu'il a faites à la radio, donc ça s'écoute très bien. Il y a des podcasts sur France Culture, donc on peut y avoir accès aussi bien via le format livre que par le format podcast, où il décrit des tableaux. Et moi, je sais que je suis tombé sur Art et Pouvoir, et automatiquement, le mécénat, la question de la perspective, etc., pour des raisons politiques. C'était passionnant et c'était léger, quoi. Enfin, honnêtement, je me souviens quand je suis arrivé pour passer les euros à HEC, je mettais mon podcast, je rangeais mes affaires, vraiment, j'avais pas l'impression de travailler. Donc pour commencer, je trouve que c'est pratique d'avoir des ouvrages qui nous donnent pas l'impression de travailler. C'est bien vu. Pour le coup, Daniel Arras, je l'ai lu. Je l'ai lu pendant que je passais les euros de HEC. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça s'y prête vraiment. Ouais. Parce que c'est léger.
tu regardes le tableau et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire parler en fait une peinture. Lui est hyper clair. Il n'y a pas de mots compliqués, d'analytique, de plus de 4 syllabes. Enfin, vraiment, c'est pratique. Vraiment, c'est génial. Et tu découvres, tu te fais une certaine base en histoire de l'art, ce qui est toujours utile. Ok, donc intéressant. Ensuite, on va parler plus précisément encore, parce qu'on a déjà un petit peu parlé, de l'écrit. Ouais. Comment bien se préparer à l'écrit? On est en décembre actuellement, les concours c'est en avril. Comment on se prépare pour réussir l'épreuve de dissertation de lettres et philo à partir d'aujourd'hui? C'est quoi la roadmap? La roadmap, c'est avant tout la méthode. De toute façon, c'est la méthode. La méthode, c'est simple. Il faut... Alors, chacun a sa façon de trouver l'illumination. À titre personnel, moi, j'ai fiché un bouquin qui s'appelait « Les 5 cols de culture générale ». Et j'ai en fait, à force de ficher des cols faites par des professeurs, j'ai compris comment est-ce qu'on faisait. J'ai compris, en fait, ce qui est pratique dans ce livre, c'est que il y a en gras, si tu veux, toutes les étapes de la problématisation. Il y a accroche, il y a écrit d'abord accroche avant de te mettre l'anecdote, tu vois. Okay. Ensuite, il y a définition, ensuite problématisation, etc. Et à force de le faire, j'ai compris comment est-ce qu'on amenait un plan, comment est-ce qu'on amenait une introduction. Encore une fois, je le répète, à la fin de l'annonce de plan, on sait déjà si on a plus ou moins de 15. Donc vraiment, avant de se poser les questions de savoir s'il faut apprendre des quantités d'informations, de la méthode et de la pratique. C'est vraiment tout ce qu'il faut faire. Ok, méthode. Donc pour ça, pour s'entraîner, on prend des sujets, je ne sais pas, le monde d'hier, le tour du monde, je ne sais pas. Qu'on a corrigé notamment pour certains. Et on les fiche. On les fiche, on voit comment c'est amené, on fiche des bonnes copies, on se pose la question, on pratique. C'est vraiment c'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est la rigueur, parce que comme c'est une matière qui est ouverte, le seul moyen de la présenter de manière claire, c'est d'être extrêmement rigoureux, ordonné et précis. Ok. Un truc qui est assez utile, j'ai trouvé quand je me suis préparé, c'est de rédiger des introductions. Ouais. Tu prends un sujet, juste t'écris l'intro, tu te mets en conditions réelles, et à la fin, tu te dis, ok, bon là j'ai passé 1h30 sur l'intro, 2 heures sur l'intro, peut-être que c'est un peu trop, enfin bon. Mais je trouve que cet entraînement, il est pas mal. Le livre, tu l'as dit, il s'appelle comment? Il s'appelle 100 cols de culture générale. Okay. C'est sous la direction de Mathieu Dubost. Okay. Et il y a donc un consortium de professeurs qui ont mis des cols dans ce livre. Okay. Et c'est intéressant d'aller chercher les cols. Ouais. Moi, je sais que plus précisément encore, il y a l'un des auteurs qui s'appelle Antoine Mars, qui fait des cols extrêmement précises. Alors, j'ai envie de te dire que c'est des cols quasi vraiment de philo. Donc, c'est très, très lourd, très, très brut. Okay. Mais au moins, ça te donne un modèle parfait, tu vois. Okay. Une fois que tu as ça, tu te dis, bon, on va là. Ouais. Maintenant, en fait, ça donne un chemin. Et ça, c'est pratique. Ouais, c'est intéressant. Donc, beaucoup de rigueur. Honnêtement, c'est le cœur du sujet. Au niveau des références, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas trop vous attarder à chercher toute l'année des références. Vous faites une fiche de référence dans laquelle vous mettez ce que vous travaillez en cours ou vos lectures personnelles. Et au bout d'un moment, vous arrêtez d'y toucher à cette fiche. Vous savez juste que vous avez tant de références dans votre tête, vous les connaissez à peu près. Et vous les avez en tête. Et quand vous avez un sujet, vous ne cherchez pas les références, vous cherchez comment bien les agencer, en fait. Donc, je pense que je suis d'accord avec toi. Alors après, moi, je sais qu'à l'oral, j'étais resté sur le schéma lettreux, donc c'est-à-dire il faut qu'il y ait et un auteur et une illustration. Ouais. Ça fait que c'était un peu lourd, j'étais un peu court sur mon grand 3. Ouais. Ça a plu. Je suis tombé sur un professeur de philosophie et une professeure de lettres. Ouais. Je te dis ça rétrospectivement parce qu'il y en a une qui posait que des questions sur la littérature et l'autre sur la philo. Ouais, vraiment. Ok. C'est autant de pistes, mais je sais que il ne faut pas se forcer à blinder. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose qui soit intelligent. Et je crois que l'un des meilleurs moyens de montrer cette intelligence et cette réflexion, c'est par le vocabulaire et les synonymes. C'est-à-dire que la problématisation, ça doit pouvoir nous amener à considérer un terme qui est dans le sujet, je sais pas, le monde, de 10 manières différentes. Et je crois que l'un des meilleurs moyens pour pouvoir progresser en culture générale, c'est d'élargir son vocabulaire. Parce qu'élargir son vocabulaire, c'est élargir ses pensées. Et pour ça, il faut avoir des synonymes. C'est-à-dire que le monde, c'est pas le cosmos. Le monde, c'est pas la domus. C'est pas... en fait, ça n'a pas la même acception
selon qu'on est un grec, selon qu'on est un romain, selon que... voilà. Il y a plein de façons de voir les choses. Et je pense que c'est très très important d'avoir tous ces synonymes derrière pour pouvoir vraiment cadrer la pensée. C'est-à-dire qu'on pourrait faire quasi un paragraphe sur simplement l'acception d'un mot. De dire, bah, tiens, pourquoi est-ce que le monde, ça se dit cosmos en grec, donc cosmos, bon, là encore une fois, on ne rentre pas dans le détail, mais simplement, tiens, il y a une idée d'ordre, une idée d'harmonie, par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Et donc, je pense que c'est très important d'avoir ce vocabulaire-là et ces synonymes qui n'en sont jamais d'ailleurs. Travailler le vocabulaire, ouais, super intéressant. Et si on peut avoir moi je sais que c'était comme ça que je faisais mes introductions. Ouais. Dès que j'avais le sujet, je mettais les définitions et à la fin des définitions, je me rendais compte qu'il y avait plein de synonymes qui n'en sont jamais, parce qu'en français, 2 mots ne veulent jamais dire la même chose tout à fait, et que toutes ces petites différences, c'était mes sous-parties. Ah ouais. Ouais. Ok. C'était comme ça. Ok. Je vais te demander un truc. Qu'est-ce qui est valorisé dans une copie de lettres ? Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont un peu négligés, oubliés ? Je pense par exemple au style, je pense à la calligraphie même. T'en penses quoi ? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une copie qui est bien et une vraiment bonne copie ? Je pense que le style est déterminant. Ouais. Et je dirais la même chose à l'oral. C'est-à-dire que... Ah ouais ? Ouais. Un type qui est pas très bien habillé ou qui qui se présente. Tu mets le style aussi. Ah ouais, très très fort. Bah en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent ça lorsqu'on s'intéresse un peu à ces questions. Au bout de 5 secondes, on se fait un avis sur une personne. Ouais. C'est la même chose à un oral, même plus. Donc un type qui vient et qui juste a l'air très stressé, on va se dire tiens, pourquoi il est stressé ? Il a des raisons de l'être. Par conséquent, je vais les chercher ces raisons. Il faut feindre d'être à l'aise, même si c'est pas le cas. Je sais que, par exemple, moi j'étais le seul de toutes les écoles de commerce que je suis allé passer à l'oral à avoir une chemise rose et pas une chemise blanche. Ah ouais ? Ouais. Puis j'avais des chaussures bleues avec des lacets bleu pétard. Ah ouais ? Le jury m'a fait un compliment sur mes chaussures. Sérieux ? Enfin, j'étais refait quoi. Incroyable. Bref. Donc, simplement, c'est une façon de présenter les choses. C'est la même chose dans le style. Dans le style, dans la rédaction, le style, il doit être clinique. On dit souvent de faire des phrases courtes. Il faut surtout faire des phrases qui soient claires, bien balancées, bien charpentées. Je sais qu'avec le même plan, si vous avez un candidat qui rédige n'importe comment, ou qui fait des fautes d'orthographe, c'est pas lisible, et même surtout, c'est pas un français qui témoigne du fait qu'il maîtrise son sujet. Je parlais des synonymes tout à l'heure. La richesse du vocabulaire, précisément dans ces moments-là, ça fait la différence. Donc je pense que c'est un point, si tu veux, c'est le point nodal de l'affaire, à savoir que à la croisée de la méthode, du travail, etc., il y a le style qui va être la façon, le vernis final. Wow. Je pense que c'est décisif. Ok. Voilà. Super intéressant. Vraiment. À ce propos, d'ailleurs, moi je sais que j'ai eu 20 sur 20 à HEC à l'oral et j'avais pas tout bon. À la fin, ils m'ont posé la question qui est le mécène de La Fontaine ? J'ai été incapable de le dire. Donc, je suis parti hyper frustré en me disant dernière question, c'était là où il fallait briller et tout. Je la trouve pas. Donc, si tu veux, effet soufflé au fromage, tu vois. Donc, c'était. Et en fait, de fait, j'ai eu 20. Ce qui veut dire que c'est pas celui qui fait tout parfaitement, c'est autre chose. C'est vraiment. Voilà. Moi, je sais que je suis arrivé, j'ai dit bonjour au jury, je leur ai demandé, parce que je ne me souvenais plus authentiquement, si c'était 10 ou 15 minutes. J'étais persuadé que c'était 15. En fait, on n'avait que 10 minutes de passage. J'en fais, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est court, il y a tellement de choses à dire. Et là, tout de suite, le jury me sourit, il me dit, c'est vrai, il y a vraiment plein de trucs à dire. Et c'était déjà, il y avait déjà quelque chose qui exactement, mais qui s'était créé, et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc voilà, je pense que cette relation, cette façon d'amener en fait l'épreuve, de se l'approprier aussi, elle est très importante. Elle est très importante. Donc encore une fois, c'est une question de style. Ok. Style qui passe par la lecture notamment. Ouais, tout à fait. C'est ça. Hein. Surtout, il ne faut pas hésiter à aller vers des langues qui nous sont un tout petit peu plus éloignées. Je pense à Molière, vraiment. Donc voilà, Molière, ça s'écoute quand même très bien. Je veux dire, le type a le monopole de l'humour depuis 200 ans, même plus d'ailleurs. Oui. Et pourtant, il utilise un vocabulaire qui est hyper intéressant. Je ne sais pas si on veut chercher des synonymes de là, en ce moment, je lis un que sais-je sur la manipulation. Ouais. L'un des synonymes, c'est tartufferie. Et en fait, on peut faire une sous-partie sur tartufferie s'il y avait une dissertation sur la manipulation. Ouais. Et en fait, c'est suffisant, Molière. Et donc, c'est pratique d'avoir ce vocabulaire-là qui nous change un petit peu du vocabulaire contemporain.
si on lit des Annie Ernaux, des Welbeck, etc. Mhm. C'est bien d'aller voir un autre vocabulaire pour s'y frotter et s'en imprégner. Ok. On va conclure assez rapidement. Sur les lettres et philo, qu'est-ce que tu pourrais recommander à un étudiant qui va passer les concours et s'il doit penser à une seule chose pour s'améliorer dans cette matière, s'il doit faire un seul truc de différent par rapport à sa méthode actuelle? Je dirais deux choses. Il y a un truc qu'il ne faut plus faire, c'est d'y penser. Ah ouais? Ouais, il faut sur la partie apprentissage des connaissances, une fois que vous avez appris la fiche, vous y touchez plus. Ça, normalement, la fiche, on arrête d'y toucher, je dirais, janvier max. Même fin décembre, normalement, on devrait avoir une idée assez claire de ce qu'on peut mettre. Donc ça, on n'y touche plus. C'est appris, c'est du travail brut. Donc là, durant les vacances de Noël, on se l'apprend, quoi. Et ensuite, il ne faut plus y penser. Mais il faut avoir quelques lectures. Ok. Pas hésiter à aller s'aérer, honnêtement, aller faire une expo. C'est toujours pratique d'aller sortir, faire en gros des sorties culturelles et de plus y penser. Et ensuite, pour la méthode, de pratiquer. Sortir un peu du cadre du cours. Tout à fait. Et c'est un truc que j'ai remarqué dans certaines dissertations. Et tu vois, il y a des copies de concours HEC que je trouve extraordinaires. Il y a eu des copies qui ont eu d'excellentes notes à HEC avec très peu de références. Il y avait 1-2 références. Et en fait, je pense que c'est des élèves qui arrivent à prendre leur distance avec un cadre scolaire de dissertation qu'on peut s'imposer à soi-même et qui arrivent à traiter le sujet de manière assez personnelle. Et je pense que parfois, cette distance ou cette capacité d'interagir avec ce qui est proposé en culture générale, cette capacité de le réadapter, je pense que ça peut être un atout. Je suis d'accord avec toi. Tu as prononcé un mot qui est très important, c'est personnel. C'est une histoire de personnalité, en fait, de personnalité intellectuelle. En général, quand on rentre en prépa, on n'en a pas trop. Et en fait, ça s'affirme particulièrement en prépa. La personnalité intellectuelle. C'est pas sa personnalité à soi, c'est la façon dont notre esprit fonctionne, dont on aime aborder les sujets. Et je trouve qu'une fois qu'on a trouvé la sienne ou qu'on a trouvé une voie, c'est très intéressant en effet de le faire valoir et d'avoir des réflexions personnelles. On peut faire des sous-parties sur l'acception d'un mot, une étymologie qui nous touche particulièrement, la façon dont ça va conditionner le fait de voir le monde. Et je sais que c'est quelque chose qui est particulièrement valorisé lorsqu'on voit qu'on est au-delà de la récitation de fiches, au-delà de l'exercice en fait, scolaire, dès que ça devient une conversation... Une conversation un peu intelligente entre le jury et soi, entre le sujet et soi. Là pour le coup, en effet, il n'y a pas besoin de convoquer tous les philosophes de la création. Ouais, c'est bien dit. C'est bien dit. Toi, pour terminer sur ton parcours, qu'est-ce que tu vas faire maintenant à HEC? C'est quoi tes projets, etc. On n'a pas dit qu'on était dans la même asso, d'ailleurs. C'est vrai. On est dans la même association. Donc l'association s'appelle Startech, c'est l'association d'entrepreneurs. Donc sur la partie entrepreneuriat, moi je sais que j'ai un projet de boîte et donc sur une plateforme de sortie et en ce moment elle est en train de passer le Startup Challenge de l'IDEC. Et donc ça c'est une première voie et puis sinon ce sera plutôt du côté du double diplôme je pense avec Sciences Po sur l'aspect un peu plus affaires publiques. J'ai envie d'aller voir, je sais pas trop si ça me plaira mais c'est un truc qui est intéressant. Et voilà, sinon ma passion c'est l'opéra et je suis chanteur aussi et l'année prochaine je serai chanteur au théâtre du gymnase pour un Offenbach, Les Brigands, et donc je serai soliste pour 12 représentations. Je suis refait. Donc voilà, c'est un peu mes projets parce qu'on a la chance, plus ou moins obligé d'ailleurs, de faire une année de césure, donc c'est à ce moment-là que je pourrais faire ça. C'est génial, ça tombe bien, c'est génial. Ok, écoute, merci beaucoup Hippolyte. Merci à toi. C'était un grand plaisir de pouvoir discuter avec toi. Un plaisir partagé. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous mets le lien des fiches en description. Et puis, bon courage dans votre travail, à bientôt et bonnes vacances. Salut!